Guatemala fait partie des plus beaux pays d'Amérique latine. Terre de couleurs et d'histoire, la moitié de sa population est d'origine maya. Cette grande civilisation précolombienne, éclairée et mystérieuse, a disparu au cours du premier millénaire, mais le secret des Mayas fascine encore le monde entier. La Laguna del Tigre est une dernière frontière, territoire des singes, des crocodiles et des serpents. Riche d'une diversité de climats et de territoires, le Guatemala est surnommé le pays du printemps éternel. Au-delà des volcans, au cœur des forêts tropicales ou sur l'un des plus beaux lacs au monde, le Guatemala est partout la promesse de rencontres et d'un voyage qui ouvre les portes d'un monde fascinant. Chalín, Chalín. ¡Eso! Ah. La première fois que je suis venue au Guatemala, je travaillais pour une agence photo de New York. J'ai été touchée, bouleversée. Et un mois plus tard, je suis revenue par mes propres moyens. Mon regard sur les choses a changé et moi aussi j'ai changé en profondeur. Qu'est-ce que je faisais de ma vie? Je prenais des photos, je dépensais de l'argent, je courais à droite, à gauche, mais j'étais en train de tout rater. Alors je me suis dit, je pars vivre au Guatemala. Tout le monde me disait, mais tu es folle. Oui, sans doute, mais j'aime bien être folle. Le lac Atitlan est un des endroits préférés de Joan Trimper Garucho. Photographe américaine, elle est installée au Guatemala depuis 12 ans. Et tout le monde l'appelle Gigi. Compagnon de ses voyages, son appareil photo est un vecteur de rencontres. Avec lui, elle explore le monde maya. En tant que photographe, ce que j'obtiens de la part des gens, c'est authentique. Ce que les gens peuvent voir dans les photos, c'est une part d'eux-mêmes. C'est réel et c'est quelque chose qui manque aux Occidentaux. Si je peux capturer cela et faire en sorte que les gens se souviennent de ce qu'ils sont, on est tous pareils, partout dans le monde. C'est pas juste une histoire de montres, de chaussures made in China ou de coiffures de luxe. Non, on parle de la vie. Les gens ici me donnent de la vie. Et j'aime bien partager cela avec celui ou celle qui verra mes photos. Si quelqu'un les regarde, j'espère. Hola, ¿qué es? C'est quoi? C'est une carpe. Carpa. Sí, carpa se llama. Para freír. Pour frire? Sí. Oui, Empanizado. Pané? Sí, ajá. Avec de l'ail ou comme ça? Oh, así nomás C'est comme on veut. crudo también. Va, voy a Je vais aller comprar un acheter poco du de bois carbón, et on va una les leña, préparer vamos sur a la hacer braise. Ya de una vez, así, Está bien. en la brasa. Ah, entiendo. Je ne photographie pas les personnes que je ne connais pas, mais en même temps, la photo me donne une formidable occasion de rencontrer des gens. Il devrait toujours y avoir une forme d'échange. Ils s'ouvrent à moi avec leur cœur. Quand je vends une photo, ça n'arrive pas à tous les coups. Des fois, cela peut prendre 5 ans.
Peu importe le temps que ça prend, mais je reviens toujours voir les gens. C'est un échange, une réciprocité, donner, recevoir. Gigi n'a pas fini d'explorer son pays d'adoption. Du lac Atitlan, le lac sacré des Mayas, aux chaînes de volcans, en passant par la forêt tropicale, la côte Caraïbe au Pacifique, le Guatemala est un pays de 1000 facettes, ouvert sur le mystère. Aujourd'hui, au cœur des hauts plateaux sur les terres d'Ernesto, Gigi n'est pas venu prendre de photos. Ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, pousse ce que les Mayas appellent la nourriture des dieux, ce que Gigi est venu chercher. Les cabosses de cacao sont à maturité. Se usa una tijera, ¿verdad? Sí, Ay, qué pero como belleza. no tenemos tijera, ¿Lo abrimos? On l'ouvre? sí. Oui, abrámosla. vas-y. Pero Aquí mismo. Ici? Uy, ya estuvo. esta Attention, la cabosse est très épaisse. cáscara muy gruesa. Ay. Mira qué Regarde, c'est beau. belleza. Eso es. Gorom. Qué belleza. Va. C'est ce que mangent les écureuils. Je suis un écureuil. C'est C'est ce qu'il y a de plus succulent au monde. C'est pour ça qu'ici, on appelle ça la nourriture des dieux. La comida de los dioses. No quiero otro. Je ne veux pas d'autre cacao que celui-là. C'est une merveille. Quand tu le goûtes, tu as la vraie saveur du pur chocolat. Ce chocolat a le goût des fruits. Quelque chose de tropical. Je ne fais que le moudre. C'est merveilleux parce que tu manges toute la nature, une part de la terre. Ernesto représente la 5e génération à la tête de cette finca, une ferme de 350 hectares où il produit du cacao, du café, du lait, de la banane et du bois de chauffe. Dans la ferme, les machines n'ont pas changé depuis des décennies. Este es el café que C'est se le va café para qui part en India. Inde. En Para Inde, India se va este café. No lo vas a creer. Sí. ça en fait beaucoup. Y aquí está tu Et là, c'est ton cacao. La dernière récolte. L'américaine n'est pas seulement photographe. Depuis peu, elle fabrique du chocolat à partir des fèves produites par Ernesto. Wow. Está fenomenal. Gigi a posé ses valises à Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala. Née à New York d'un père américain et d'une mère espagnole, elle grandit au Mexique, puis au Brésil. Cette enfance multiculturelle nourrit son existence rivée entre plusieurs univers. La photographe a eu 1000 vies et ce n'est pas fini. Gigi a 20 ans lorsqu'elle rentre aux États-Unis. Elle étudie la photo et s'installe à Los Angeles, où elle devient danseuse. 10 années dans le showbiz aux côtés de pop stars américaines, une vie d'artiste, de fêtes et de folie à 100 à l'heure, au risque de se perdre. Un beau matin, elle tourne la page de Los Angeles, rentre à New York et reprend la photo jusqu'à sa fameuse rencontre avec le Guatemala. La nouvelle récolte pour la prochaine production. Voici ma maison. Là, c'est la boutique de chocolat. Le coin repas. Le coin nourriture spirituelle. Le coin repos, où je travaille aussi, où je crée. C'est petit, mais tout est lié. One piece. Gigi fabrique de la poudre de chocolat haut de gamme qu'elle vend aux États-Unis. Sa production est artisanale, mais lui permet de dégager un revenu en plus de la photo. Elle fabrique son chocolat dans la plus pure tradition maya.
Je demande la permission aux esprits quand je fais mon chocolat. D'abord, je demande à être en équilibre entre les 4 points cardinaux et en accord avec le calendrier maya. Le chocolat est magique. Quand elle n'a pas les mains dans le chocolat, Gigi consacre tout son temps à la culture maya, l'une des plus riches et des plus éclairées d'Amérique. Mais la photographe ne se contente pas de poser son regard sur l'histoire, ni sur les ruines des cités précolombiennes oubliées. Elle travaille une matière bien plus vivante. Gigi a été initiée pour devenir prêtresse. Les guides spirituels mayas l'ont guidée et lui ont transmis les secrets de leur rituel. Aujourd'hui, Gigi prépare plusieurs cérémonies avec son ami Felipe, un guide spirituel renommé dans le pays. Comme des chamans, les prêtres mayas sont sollicités pour purifier un malade ou célébrer le passage d'une grande étape dans la vie d'un homme. Le feu, ce n'est rien d'autre que la connexion avec nos ancêtres. Les personnes qui sont mortes, on ne les considère pas comme des morts. On dit qu'ils sont dans une autre dimension, un monde parallèle. Les ancêtres nous transmettent beaucoup de messages et de conseils. À l'époque de la préhistoire, tous les humains étaient autour du feu. Ils partageaient les moments de joie, de tristesse, des projets et tout ce qu'ils pouvaient faire collectivement. Ce feu signifie et reflète notre part ancestrale que nous avons tous en nous, toutes les civilisations. Nous, les Mayas, on maintient le feu malgré tout, car il est une part essentielle de notre quotidien. Gigi et Felipe se rendent dans un lieu sacré au-dessus du lac Atitlán. À flanc de montagne, cette grotte abrite des cérémonies mayas depuis des siècles. Au Guatemala, les Mayas, le peuple indigène, représentent plus de la moitié de la population. 5% d'entre eux pratiquent ces rituels. En arrivant ici, je voulais faire un reportage photo sur les Mayas. Mais j'ai été rejetée pendant des années. Pas de photos, pas de photos. Ça m'a pris pas mal de temps pour être acceptée. Et j'ai réalisé que ce que j'étais en train de vivre était plus important que les photos. Alors je me suis consacrée à l'étude des Mayas. Et un jour, on m'a demandé « Tu as ton appareil avec toi ?» J'ai dit oui. Quand je participe à une cérémonie, je suis concentrée. Au début, c'était difficile de jongler entre les deux, photo ou cérémonie. Ensuite, c'est devenu plus facile. Je sentais quand il fallait prendre une photo. Je photographie très vite pour reprendre le cours du rituel. Je pense que la cérémonie, c'est plus important que la photo. Gigi est une des rares occidentales à pouvoir photographier ces cérémonies religieuses intimes. Depuis la chute de leur civilisation vers 850 de notre ère, les Mayas ont été victimes de persécutions. Les plus récentes remontent aux années 80, en pleine guerre civile. 30 années de guérilla
ont secoué le pays jusqu'aux accords de paix en 1996. La guerre du Guatemala a fait plus de 200 000 morts et des milliers de disparus. Durant ces années terribles, les cérémonies comme celle-ci étaient interdites et les prêtres risquaient leur vie. Avant les accords de paix, ce genre de pratique était très stigmatisé. Les gens qui pratiquaient le faisaient la nuit dans cet endroit. Ils ne faisaient pas de grands feux comme aujourd'hui. Ils utilisaient seulement des petites bougies, des chandelles pour les prières. Mais en fin de compte, la pratique des cérémonies mayas a perduré. Les mystères de la civilisation maya continuent de fasciner le monde entier. Comment des hommes ont-ils pu bâtir des cités-États en pleine jungle et organiser la vie de milliers de personnes? Pourquoi ces sociétés éclairées par leurs connaissances dans les domaines de l'art, des mathématiques et de l'astronomie ont-elles pu s'effondrer? Les raisons de la disparition des cités mayas alimentent encore aujourd'hui de nombreuses hypothèses. Invasion, dégradation de l'environnement, guerres intestines, famine. Gigi expose ses photos à New York et dans les musées du Guatemala. Ces milliers de clichés noirs et blancs témoignent de la richesse d'une culture éternelle. Parfois, j'attends 1 an ou plus pour sélectionner une photo. La semaine dernière, j'en ai retrouvé une en faisant le tri. Je me suis dit, comment j'ai pu ne pas la voir? Mon regard change avec le temps. Je ne suis plus attachée à une photo en particulier. Je la regarde et je vois une nouvelle photo. Ma meilleure photo, c'est toujours la dernière. Ce jour-là, Gigi photographie une cérémonie dans l'intimité d'une famille des hauts plateaux. À la lueur du feu et des bougies, tout le monde vient honorer Mashimon, un étrange personnage. Mashimon est un homme à la peau blanche et au visage multiple. Sa moustache figure le conquérant espagnol, l'oppresseur. Il est en même temps une divinité maya. Mi-dieu, mi-saint, il est aussi appelé Saint Simon. Mashimon incarne la puissance et l'autorité, le bien et le mal. Il veille sur chacun, on lui parle, on le touche, on l'invite à danser. Vénéré, Mashimon est aussi un bon vivant qui aime les fleurs, l'alcool, l'argent et les cigarettes qu'il faut lui allumer. Depuis 12 ans, Gigi photographie l'âme du peuple maya. Je ne sais pas comment les gens me voient. Les gens que je photographie sont mes amis. En voyageant dans le pays, je me fais beaucoup d'amis. On partage beaucoup de choses. Ils me respectent et moi aussi. Tout ce qu'on peut partager, c'est très fort et merveilleux. Je ne sais pas comment ils me voient.
s'intéressant aux hommes et aux femmes du Guatemala, Gigi, à sa manière, met en lumière les richesses spirituelles d'un monde très mystérieux, comme pour le tenir à l'écart de l'oubli. Au centre du Guatemala, les trésors naturels du pays ont aussi changé le destin d'une autre femme. À plus de 1500 mètres d'altitude, la jungle tropicale se couvre de nuages et de mystères. Le Biotopo est une région de forêts humides qui ressemble au premier matin du monde. Etna Alvarez est ornithologue amateur. Elle dirige le Ranchito del Quetzal, une réserve naturelle, un espace de conservation pour la faune et la flore. Elle gère 30 hectares de forêt, un trésor écologique, îlot de nature dans un environnement menacé par la déforestation. Ici, plus de 120 espèces d'oiseaux ont été recensées. Parmi elles, le plus célèbre des oiseaux, la légende du Guatemala, le quetzal, l'un des plus beaux oiseaux du monde. En langue maya, quetzal signifie l'oiseau. Craintif, furtif, le quetzal vit dans la canopée des forêts de nuages. À chaque fois que je vois un quetzal, j'ai une émotion immense. J'ai envie de pleurer, je me sens la personne la plus chanceuse au monde. Je pense que j'ai un métier unique. Sur cette planète, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui puisse prendre son café en se levant face à un quetzal. C'est unique, incroyable. Les quetzals du Guatemala sont en voie de disparition. L'augmentation des surfaces de terres agricoles menace les forêts primaires et l'habitat de tous les oiseaux. Architecte de métier, Edna a grandi à Guatemala City, la capitale, et vécu un temps en Europe avec son mari. Mais un jour, cette jeune femme a été rattrapée par son destin. La mort soudaine de son père a bouleversé sa vie. Ce jour-là, elle décide de reprendre la direction de la réserve. Précurseur de la protection de la faune et de la flore, c'est son père qui avait créé ce sanctuaire 12 ans auparavant. Ici, je ressens une connexion très forte avec mon père. Depuis sa mort, à chaque fois que je pense au quetzal, je sens la présence de mon père. Il n'y a que dans cet endroit ici que je ressens ça. Quand je marche, je me dis qu'il aurait pu être là avec moi et que son esprit est avec moi. Là où il est, dans une autre dimension, j'ai l'impression qu'il m'accompagne en quelque sorte. Acompañado, es la palabra. Avant la saison des pluies, les quetzals en quête de nourriture commencent à descendre des sommets environnants. Baldo, un des guides de la réserve d'Etna, essaie de repérer les arbres qui produisent les fruits dont se nourrissent les quetzals. C'est le début de la saison des amours. Baldo connaît le langage des couples qui se forment en forêt. Quand il appelle la femelle, il fait ça. Ensuite, l'autre fait ça.
Il y a 7 chants différents. Parfois, elle fait celui-ci aussi. Après, il répond. C'est ce que fait le mâle quand la femelle l'appelle. Et la femelle répond. Le quetzal fait partie de l'histoire du pays. L'oiseau mythique du Guatemala est l'emblème de la nation. Il est dans tous les esprits. Pourtant, la plupart des Guatémaltèques n'ont jamais vu réellement cet animal légendaire. Sur tous les marchés du Guatemala, le quetzal passe de main en main. C'est le nom de la monnaie nationale. Le bel oiseau du pays est imprimé sur tous les billets de banque et accompagne la vie quotidienne des Guatémaltèques. Etna collecte tout ce qui évoque le quetzal dans la culture locale. L'oiseau des forêts de nuages enflamme l'imagination maya. Ses longues plumes ornaient jadis les parures des rois et sont toujours tissées sur les vêtements traditionnels. Celui-là me plaît. Celui-ci aussi. C'est celui avec le quetzal? Un petit quetzal. Dans notre pays, il y a une légende qui raconte une bataille entre un Espagnol et un prince quiché. Le prince a été assassiné par le conquistador. Quand le prince s'est effondré sur le sol, un oiseau avec de grandes plumes s'est posé sur sa poitrine et s'est recouvert du sang de l'Indien. Puis il s'est envolé très haut dans le ciel, en emportant avec lui notre liberté à tous vers un lieu plus sûr. Cet oiseau représente la liberté et la lutte pour la défense de nos terres. Entre ses doigts se joue l'avenir de l'oiseau légendaire de son pays. Etna cultive une forêt miniature de guarumo, l'arbre dont les fruits constituent la nourriture préférée des quetzals. Pour Etna, ce n'est pas une journée comme les autres qui se prépare. Direction l'Alta Verapaz, sur les terres d'une ONG, la Conservation Cloud Forest. Dans les 2 réserves, on produit les fruits que mangent habituellement les quetzals. C'est important pour nous d'avoir une grande variété d'arbres pour la reforestation. L'avantage de ces plantes, c'est qu'elles produisent des fruits comestibles pour les hommes aussi. On a plusieurs objectifs. Nourrir les quetzals et les autres oiseaux, replanter des arbres de manière durable, et en plus, cela fait des fruits pour nous. Les enfants des communautés de l'Alta Verapaz suivent un programme éducatif mis en place par la Conservation Cloud Forest. La graine de guarumo, la voilà. Vous voyez? Chaque graine est un guarumo. Après 45 jours, on va obtenir ceci. Il va pousser et devenir un arbre immense, pour le plus grand bonheur des quetzals. En plantant des arbres, les enfants assurent l'avenir de leur forêt et la survie de ses habitants. Avec un petit groupe, Etna part observer les oiseaux avec l'espoir d'apercevoir le quetzal. Depuis toujours, les hommes ont essayé de le capturer. Mais aucun quetzal n'a jamais survécu en captivité car il se laisse mourir de faim et de soif. C'est pour cette raison qu'il est le symbole de la liberté.
Celui-ci a l'œil noir, les enfants. C'est celui-là. Et oui, il est très grand. Il y en a un plus petit. Il est parti. Chaque année, après la nidification, le quetzal se défait de ses plumes et sacrifie sa beauté pour protéger ses petits des prédateurs. Regardez, sur la petite branche. Il est là. Tu l'as vu? J'avais un métier que j'aime toujours d'ailleurs, mais je n'avais jamais senti que je pouvais donner le meilleur de moi-même en venant ici. Cet endroit a fait de moi une meilleure personne. Cet enrichissement personnel m'a permis d'apporter quelque chose au monde et de me développer en tant qu'être humain. Ici, je m'accomplis réellement grâce à la forêt. La protection des quetzals a donné un sens à la vie d'Etna. À une journée de route, en direction de la frontière mexicaine, se trouve la Laguna del Tigre. C'est un bout du monde, le refuge d'une faune beaucoup plus effrayante. La Laguna del Tigre est un concentré de planète Terre où la nature est opulente. Roland Griffin, biologiste anglais, est herpétologue, spécialiste des serpents et passionné par les crocodiles. Je me sens en paix dans un endroit comme ça. Je suis face à l'essentiel. Être entouré de nature, plutôt que par des immeubles ou des constructions humaines, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Des rivières, de la forêt. La Laguna del Tigre est la plus grande zone humide tropicale d'Amérique centrale. C'est aussi le plus grand parc national du pays, plus de 300 000 hectares de jungle et de marécages. Territoire animal parfois encore totalement ignoré des hommes. Six mois par an, Roland vit dans cet environnement sauvage exceptionnel. Son camp de base est sur les rives de la rivière San Pedro. On arrive dans ma seconde maison, celle où je vis quand je suis au Guatemala. C'est la station biologique des Guacamayas. C'est là que je travaille et fais mes recherches. J'adore. C'est un des endroits les plus tranquilles que je connaisse. C'est tranquille et magnifique. Certains pourraient dire que quelque chose ne tourne pas rond chez moi, parce que je consacre ma vie à deux espèces d'animaux que les gens cherchent à éviter. Pour moi, les serpents sont une fascination depuis que j'ai 8 ans. Je me souviens encore du jour où les serpents ont fait basculer ma vie.
J'étais à l'école et quelqu'un est venu nous présenter des animaux exotiques, des chauves-souris, et je ne me souviens plus du reste, sauf d'un python de plus de 5 mètres. Ça a été un choc que je ressens encore maintenant, profondément. Il n'y a rien de plus exaltant que de travailler avec les serpents. Avant de s'enfoncer dans la jungle sur les traces des serpents, Roland a rendez-vous à Paso Caballos. Un air de Far West, voici le dernier village à l'entrée de la Laguna del Tigre. Roland est toujours en quête du plus beau reptile, du plus dangereux aussi parfois, mais doit toujours être accompagné lorsqu'il part en capturer. Question de vie ou de mort. Hola, Carlos. Salut Carlos. Hola, ¿qué tal? Comment ça va? Ça va. Bienvenue, Roland. Merci. C'était quand la dernière fois que tu as vu un serpent? Carlos vit à la sortie de Paso Caballos. Il travaille à la station biologique et connaît parfaitement la jungle. Pour Roland, Carlos est le compagnon indispensable de ses expéditions. Entre 8 et 10 heures le soir, c'est bien. De jour, on peut en voir aussi, mais on n'est sûr de rien. Alors que de nuit, on peut en avoir. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau depuis 2 semaines. Il fait 40 degrés. Même la forêt a l'air de souffrir. La nature retient son souffle. Personne à la maison aujourd'hui. Les serpents sont bien à l'abri au frais, sous la terre, ce qui ne facilite pas les recherches. Ici, le sol est très lisse. On voit une longue ligne qui descend vers le trou. On dirait vraiment la trace d'un serpent. C'est peut-être un boa constrictor. On sait qu'il y en a dans le secteur. On est aussi à côté d'une grande grotte, juste en bas. Et les boas mangent des chauves-souris, alors c'est possible qu'ils soient là pour se nourrir. Les recherches n'ont rien donné pour l'instant. Roland et Carlos s'enfoncent un peu plus dans la forêt. Ils sont désormais à 3 heures de marche de la station biologique et se dirigent vers ce point culminant. Une colline, le vestige d'un des temples de Huaca, une cité maya totalement avalée par la jungle. La nature est fragile, mais elle a une puissance sur laquelle on n'a aucun contrôle. C'était une grande cité, avec beaucoup de monde à la grande époque. Il faut imaginer ce monument, peint en rouge comme l'étaient toutes les cités mayas. Voir que la nature peut reprendre le dessus, c'est merveilleux. Ce serpent est un Smith à bandes noires. Son nom scientifique, Coniaphanes schmidti. J'ai recensé plus de 30 espèces de serpents dans la Laguna del Tigre. Et il y en a encore beaucoup à trouver, c'est sûr.
Le serpent est représenté dans le monde médical, sur les ambulances. Partout dans le monde, il est le symbole de la santé, de la vitalité et celui de la mort aussi. On l'a peut-être oublié. Si on regarde bien leur apparence, elle est assez phallique, assez masculine. Mais le mouvement des serpents est incroyablement féminin, doux et élégant. C'est un animal paradoxal. They're an animal of paradox, I guess. Seuls les cris lugubres des singes hurleurs viennent rompre le silence. Waka est aussi le territoire des singes araignées, incroyables acrobates de la canopée. Cette cité a été découverte en 1970, mais les fouilles archéologiques n'ont été entreprises que bien des années plus tard, en 2003. Depuis, Waka est retombé dans l'oubli. Roland vient de trouver un serpent fer de lance. À tous les coups, sa morsure est mortelle. Celui-ci est un juvénile. Il ne mesure qu'une vingtaine de centimètres, mais son venin est aussi puissant que celui d'un adulte. Ils peuvent devenir vraiment très grands. Les adultes atteignent 2,50 m. Ce sont des serpents difficiles à manipuler. Le venin de cette espèce est hautement toxique. Il peut détruire nos tissus, provoquer des nécroses, des hémorragies, qui conduisent la plupart du temps à une amputation d'un membre, ou quelque chose dans le genre. Mais si on les laisse tranquilles, ils ne sont pas dangereux du tout. Là, je suis relativement en sécurité avec lui, tout près. Et tant que je respecte son espace et que je me comporte bien, je serai en sécurité. Les rêves de Roland sont peuplés de serpents, mais pas seulement. À la tombée du jour, le scientifique est de retour sur la rivière San Pedro. L'heure est idéale pour aller à la rencontre des grands prédateurs de la jungle. C'est incroyable d'être aussi près d'un crocodile morelais, un mâle adulte comme celui-là. Ils sont difficiles à approcher, et je crois que les individus les plus âgés ont la mémoire d'avoir été chassés. Ils se souviennent des gens sur les bateaux qui venaient les tuer, et ils s'inquiètent de ça. Les crocodiles morelais sont des animaux très rares, une des 23 espèces présentes sur notre planète. Ils ne vivent que dans certaines parties du Guatemala et du Mexique. Le travail de Roland permet de mieux les connaître et de les protéger. J'ai une caméra sur une perche, et quand on sera suffisamment proche d'un crocodile, on pourra filmer la zone autour du cou. La forme des écailles et leurs dessins sont propres à chaque animal. Grâce à cela, on peut dire où ils vont sur la rivière, quelle est la taille de leur territoire. On suit leurs traces d'année en année pour voir leur évolution. Parfois, les groupes de crocodiles sont assez dynamiques. Ainsi, au fil du temps, on peut avoir une idée de ce qui se passe pour cette espèce en termes d'environnement. Coco. Allá, sí. Les crocodiles morelais sont les monstres de la rivière San Pedro. Certains mesurent 3,50 m.
Même si on les trouve, ce n'est pas facile de s'approcher pour avoir ce qu'on veut. Loin de son Angleterre natale, Roland vit ici de sa passion. Il publie des articles sur ses travaux de recherche et organise aussi des expéditions scientifiques. Chaque année, des dizaines de volontaires viennent l'aider pour ses opérations de comptage de crocodiles sur la rivière San Pedro. Ces données permettent de protéger une espèce qui a bien failli disparaître. Ce sont de grands prédateurs, présents dans la mythologie. Partout où il y a de grands prédateurs et des humains, il peut y avoir des conflits. Heureusement, ici, c'est assez rare. Quand il y a un accident, c'est une femelle qui protège son nid et ses petits. Elles sont très protectrices et agressives. Il y a une sorte de respect pour l'espace de chacun, et la plupart du temps, les rapports sont harmonieux. Quand les enfants descendent à la rivière, ils doivent faire attention à ne pas déranger le crocodile, sinon il attaque. Il faut le laisser, car il est dans son habitat naturel. On n'est pas chez nous. On partage la même rivière. À Paso Caballos, les crocodiles sont là depuis la nuit des temps, et les pêcheurs ont appris à cohabiter avec le seigneur de la rivière. Pour Roland, le comptage se poursuit de jour comme de nuit. Dans la pénombre, les crocodiles sont plus actifs et plus faciles à détecter. Avec le faisceau des lampes frontales, leurs yeux forment 2 points rouges à la surface de l'eau. Voilà ce que traquent Roland et son équipe. Dans la jungle, si les crocodiles sont les plus grands prédateurs, ce sont malgré tout des animaux craintifs. Je n'ai jamais vu un crocodile aussi tolérant. J'ai un immense respect pour l'ensemble du monde vivant. Mais il y a quelque chose de spécial avec les crocodiles. Ils sont super intelligents. Ce sont des prédateurs en bout de chaîne alimentaire. Pour moi, c'est un honneur de partager mon temps et ce monde avec eux. Je suis très enthousiaste. C'est une sacrée nuit. Je n'y crois toujours pas qu'ils restent comme ça sur le fond de la rivière, tranquillement. C'est magnifique. Quelle nuit. Adiós. Hasta luego. Muy bueno. Roland, le scientifique anglais, a décidé de s'installer définitivement au Guatemala. Il projette d'ouvrir bientôt un centre dédié aux tortues marines sur la côte pacifique. Mais surtout, il veut continuer à nous faire regarder avec bienveillance 2 espèces animales mal aimées, les serpents et les crocodiles. Ces animaux sont apparus à l'époque des dinosaures et ils sont toujours là.
Pour quiconque s'intéresse aux dinosaures, aux reptiles et à la préhistoire, avoir la chance de passer du temps avec eux, c'est vraiment spécial, incroyable. Il n'y a plus beaucoup d'espèces de crocodiles. Il n'en reste plus que 23 sur les 200 qui ont existé par le passé. La plupart sont en danger et nécessitent d'être protégés. Pour moi, c'est formidable de contribuer à cela.